Il n'y a que deux possibilités. Soit Apple a livré la pire conférence de son histoire, soit vous êtes des pourris gâtés, blasés de la tech qui n'avaient pas mesuré tout ce qui allait arriver de merveilleux sur vos appareils Apple. Allez, peut-être qu'on peut envisager une troisième possibilité. Apple est à un pic sur l'affrontement face à l'Union européenne et la Chine. Apple prend-il enfin correctement le virage de l'IA? On va passer les annonces ensemble dans cet épisode spécial, comme on dit, un peu crossover de Tech Café et Apple différemment avec la chaîne YouTube Vulgarisateur Apple et compagnie. Abonnez-vous à tout ça. Voilà, tout ça. Si vous n'y êtes pas abonné, il faut vous abonner à tout si vous aimez l'univers Apple et si vous aimez aussi globalement la technologie qui ne dépend pas forcément d'Apple d'ailleurs. Nous sommes le 9 juin 2026, lendemain de conférence WWDC d'Apple et si vous découvrez tous ces contenus, voilà, abonnez-vous, comme ça vous aurez d'autres épisodes évidemment à l'avenir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je suis avec Matt alias Prof du Web. Salut Matt, tu officies derrière Apple différemment, le podcast et vulgarisateur Apple et compagnie. Comment vas-tu ? Je vais très, très bien. On est dans la période de froid estival. La période de froid estival au Canada, c'est caractérisé par beaucoup d'air climatisé. Ok, très bien. C'est le froid sec et artificiel, j'allais dire, mais qui fait du bien quand même. D'accord. On a aussi une immense chance pour cet épisode d'être en présence également d'un auditeur et d'un spectateur régulier, d'ailleurs des lives du vendredi matin, consultant tech pour les entreprises, contributeur aussi de commentsamarche.net. C'est Fabrice Neumann. Salut Fabrice. Salut Guillaume, salut Matt. Ben oui, je fais tout ça et j'aime bien effectivement te regarder le vendredi matin. Merci de m'accueillir dans votre crossover. Merci à toi d'avoir répondu présent pour l'invitation. Oui, tu es souvent une des personnes qui participent au chat, au live. Je vous rappelle effectivement que je suis en live chaque vendredi matin de 10h à midi sur Twitch et YouTube pour la machine à Tech Café. Un petit mot pour vous dire que si vous êtes abonné sur Patreon, vous êtes peut-être en train de profiter de cet épisode avant tout le monde, ou peut-être pas, je sais pas. Merci en tout cas de vous être abonné. Merci à Yann Belloncle et à Valentin G qui sont les derniers soutiens qu'on accueille sur le tapis rouge de cette semaine. Et merci à Wimo, wymmo.com, le portail de diffusion d'annonces immobilières gratuit et rapide, Duke Analytics, votre département data IA, et Clean Walker, l'association qui organise des événements de nettoyage collaboratif proches de chez vous. Ce sont des mécènes de Tech Café, donc évidemment c'est avec grand honneur et plaisir que je les cite à chaque épisode. Et puis écoutez, on va pas faire le détour par les interactions avec le public. Je ne vais pas trop m'attarder sur le fait que vous pouvez aller sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord, parce qu'on a plein de choses à dire et sans autre forme de procès, on va parler d'Apple, et oui, qui a fait des annonces. Il y a à boire, à manger, il y a des émotions qui ont été suscitées. Je vous fais quelques éléments d'introduction, mais votre iPhone va probablement, en tout cas, se lancer beaucoup plus vite, les applications. La recherche un peu partout dans les appareils Apple va être plus efficace. Peut-être même que, tenez-vous bien, dans l'application Mail sur votre Mac, vous allez avoir les bons résultats. Allez savoir, ça va être plus facile de retrouver vos photos aussi. Votre connexion va plus se mettre en slow motion parce que vous êtes en train de passer de la zone du Wi-Fi de la maison à la connexion 5G de la rue. C'est en tout cas le mot d'ordre qu'il fallait retenir, je pense, de toutes ces annonces. Apple a pas fait un tour détaillé de chaque système d'exploitation comme ils font chaque année. D'habitude, vous savez, ils parlent de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, etc. Donc là, ils n'ont pas fait un tour de piste par appareil, mais ils ont articulé cette conférence sur 3 piliers. Alors d'une part, l'optimisation, nettoyage, on nettoie les vitres de Liquid Glass. Et puis, on a aussi la sécurité, comme ils disent, Trust and Safety. Donc voilà, la confidentialité des données. Et surtout, c'est très axé sur une refonte intégrante du contrôle parental et de l'intelligence artificielle. On est en 2026, forcément, il faut en parler. Et c'est sur cette dernière composante qu'on aura peut-être le plus de matière à commenter. Alors, pour vous faire réagir, Matt, Fabrice, la première partie de cette conférence d'abord. Je vous propose d'ailleurs qu'on fasse, sur ces 3 piliers-là, éventuellement, même si on va peut-être pas s'attarder plus que ça sur le contrôle parental. On pourra en parler évidemment si vous le souhaitez. Mais la première partie de la conférence a parlé d'ajustements assez importants sur le design et les performances de votre Mac, votre iPad, votre iPhone, votre Apple Watch. Donc oui, les apps se lancent plus vite, les photos
incroyable. Les photos remontent plus vite dans la bibliothèque quand vous prenez des photos avec votre iPhone. C'est incroyable. Le planificateur de votre processeur optimisé va s'étendre, y compris d'ailleurs sur les anciens iPhones compatibles avec iOS 27, la nouvelle version, même compatibilité que l'iPhone pour iOS 26. Donc pour mieux arbitrer la consommation de la puissance du processeur. Le design Liquid Glass qui a fait couler tant d'encre va être revu pour que les ardeurs des designers d'Apple de l'an dernier soient un peu tempérées, quoi, et qui reviennent à une réalité sans totalement, on va le dire, renier les principaux partis pris de l'interface. Et je voudrais conclure sur cette annonce phare, révolutionnaire pour le Mac. Les coins des fenêtres vont être enfin uniformes sur votre Mac, plus d'arrondis différents. Bienvenue en 2026. Matt, honneur à toi pour nous dire ce que tu as constaté. Bon, globalement, tes impressions peut-être de cette WWDC et puis peut-être plus particulièrement sur cette première rubrique de Polish. Sur une première note, la conférence, quand on la regarde la première fois, c'est vrai qu'on est un peu blasé peut-être. Et puis, la première réaction qu'on a, c'est dans un chat avec des amis, on fait « mais c'est n'importe quoi, c'est pas ouf » et ainsi de suite. Puis à un moment donné, tu dis « ouais, mais demain, j'ai une émission avec Guillaume, puis je peux pas passer 1 heure à dire ça. » Alors, tu commences à fouiller. Mais au contraire, il aurait fallu que tu sois comme ça dans l'invective, que tu dis c'est du caca boudin, plus jamais je ne toucherai des produits Apple. Ça aurait été mieux, tu vois, pour les audiences. Attention Guillaume, tu vas devenir explicite sur Apple Podcast. On y est déjà, alors tu vois, moi je fais attention pour les autres plateformes. Et puis après ça, tu réécoutes la conférence plusieurs fois en mode .25, ce qui est un mode extrêmement ralenti, pour t'arrêter à 6 minutes 28 très précisément, où tu as tout le détail exact de la conférence. Et quand tu commences à regarder ça, tu fais il y a à boire et à manger, on est bien, on va être bien. Hein. Il y a plein de petites fonctionnalités qu'on attendait aussi et qui vont arriver. Fait que bref, non, quand tu regardes la conférence, j'étais un petit peu tristouné. Sur une autre note, chaque personne qui passait, je trouvais qu'ils avaient une sorte de tristesse, une joie de vivre qu'on n'avait plus, qu'on a perdu chez Apple. Tim qui s'en allait, Craig Federighi qui avait l'air... il a pris un coup de vieux, Craig. Ça a été 2 années compliquées. Et puis Mike Rockwell aussi, qui, quand à chaque fois qu'il demandait à Siri des questions, tu voyais dans son regard que ça va passer, ça va pas passer, je sais pas. Alors qu'en plus la vidéo était enregistrée, hein, c'était pas du live. Mention spéciale à la personne, je n'ai pas son nom, je suis désolé, mais la personne roux qui faisait les démos de Siri AI sur l'iPhone, qui malheureusement n'a pas enthousiasmé, j'ai l'impression de son image. Fabrice, un peu ton sentiment sur cette WWDC. Alors, t'as dit plein de trucs, Matt, je suis assez d'accord. Alors, pour faire référence à ton introduction, Guillaume, tu disais qu'il y avait peut-être 2 solutions. Soit on était justement un peu blasé, comme disait Matt, ou c'était formidable. Je rejoins ce que dit Matt. En fait, c'est les deux. Moi, j'ai eu les deux. C'est-à-dire que pendant la présentation, effectivement, c'est bizarre, c'est pas formidable. Et puis il y a le tunnel. Il y a eu le tunnel des nouveaux contrôles parentaux. On en reparlera peut-être, mais enfin, c'était quand même un tunnel. Et puis, au final, en fait, je crois qu'il y a un truc qui se passe, c'est que quand on suit l'actu d'Apple d'un peu près, on a envie, souvent, on parle de l'effet waouh qu'on aimerait bien avoir un peu tout le temps. Et puis, quand on l'a pas, on se dit, non, c'est dommage. Sauf qu'ils ont quand même finalement apporté des choses qu'on attendait et qu'on voulait voir, qu'on avait envie et besoin de voir. C'est-à-dire, notamment en termes d'IA, il était temps qu'Apple arrive sur le sujet avec quelque chose de tangible et pas seulement un nom en repiquant AI pour Apple Intelligence, avec des vrais outils, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un truc comme ça où c'est très humain, je crois, c'est que on s'attend à quelque chose, on a envie qu'ils fassent quelque chose, qu'ils apportent les modifications qu'on a vues, et quand ils arrivent seulement avec ça, on se dit c'est tout. Sauf que justement, c'est très bien, il faut le faire. C'est vrai, et je vous avoue que moi aussi, alors je suis tombé du pire au meilleur. Le meilleur, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, c'est vrai, quand j'ai vu l'annonce, j'ai été un peu blasé. Je me suis dit, mais elle est où la com d'Apple, aussi légendaire, aussi explicite Eh ben finalement, avec le recul, j'arrive à me demander si c'était pas, encore une fois, un coup de génie de com de leur part, parce qu'en fait, c'était une conférence extrêmement politique sur plein d'aspects, qui a réussi à mettre en lumière des éléments malgré tout très forts, et qui s'est pas attardé sur une longue
longue litanie de détails. Alors tu le disais, Matt, cette longue litanie de détails, elle a été remplacée par l'apparition fugace à 6 minutes 22 d'une liste que tu es arrivé à récupérer. Et c'est marrant, mais en une slide, en une petite animation, il y avait l'équivalent de toutes les innovations qu'on avait de présenter en 1 heure les autres années. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est un gros raté, Matt? Et puis parle-nous un petit peu de ce que tu remarques comme innovations qui peuvent être marquantes au-delà de l'IA, évidemment. Je pourrais pas me positionner sur l'aspect communicationnel de cette conférence. Il y a des analystes qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Tu sais, quand tu arrives à 6 minutes 22 secondes, tu fais un peu comme le GIF, tu sais, avec Leonardo DiCaprio qui siffle puis qui fait « Hey, wow, 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 wow! » C'est exactement ce qui m'est arrivé. Après ça, j'ai tout décortiqué, j'ai passé de l'OCR, j'ai compris, j'ai fait... Mais finalement, les conférences, ça devrait juste être un fichier PDF, ils nous envoient, ça finit là. Et donc, tu as pris la copie d'écran, tu l'as envoyé dans Gemini en plus, qui est arrivé à te traiter tout ça proprement, à donner. Exactement. Et puis à la fin de tout ça, j'ai vu que MacRumor avait fait ça aussi dans la soirée, d'envoyer ces fonctionnalités-là. Il y a plein de trucs qui sont arrivés. On a la confirmation qu'il y aurait un MacBook tactile. Ça, c'est confirmé de par les fonctionnalités dans cette fameuse 6 minutes 22. On a la confirmation que l'iPad devient encore un peu plus un Mac. Alors, pour ceux qui comprenaient pas un peu la ligne de produits, je vous avoue que des fois ça peut être assez compliqué. On a des fonctionnalités qu'on attendait dans Notes, le Markdown qui arrive, qu'on peut copier-coller. Attendez tout le monde, vous écoutez à chaque semaine une émission sur la tech avec Guillaume Podgespala qui vous parle de processeurs. Et moi je vous dis qu'on peut copier du Markdown dans Apple Notes. Vous êtes renversés. Je pense que d'ailleurs, il va écouter cet épisode, j'en doute pas une seule seconde, et il va se gausser, hein, évidemment, et on reviendra ensemble sur les éléments qui nécessitent, évidemment, plus de pédagogie là-dessus. Alors, Guillaume, je veux juste rebondir sur un truc pour Guillaume Podgespala pour la prochaine émission. Guillaume, toi et moi avions raison sur le MacBook Neo parce que même Apple pourra pas mettre le nouvel Apple Intelligence dessus. Alors, Guillaume Vendée l'a vanté partout, mais toi et moi, on tient très bien le truc sur le MacBook Neo. Alors, je m'élève en faux. Allez, Fabrice, un petit mot sur le MacBook Neo et puis surtout sur les ressentis que tu as sur les propositions qui ont été faites. Oui, alors déjà, je voulais revenir aussi... On a parlé de Mike Rockwell, qui avait l'air un peu triste, sauf à un moment, je sais pas si vous avez remarqué quand même, il faisait la démo de la nouvelle voix de Siri qui était formidable et qu'on pouvait changer, etc. Et là, il lance le truc, il a écouté et on avait l'impression qu'il avait une sorte d'orgasme syrien. Parce qu'il faisait ah oui, c'est bien comme ça là. Ah, c'est gênant. C'était un peu bizarre. Cela dit, dans la présentation, ce qui était assez... peut-être que c'est un coup de génie ou pas, mais on est revenu... tout était préenregistré, mais comme ils ont été tellement brûlés par ce qui s'est passé avec Siri avant, ils ont fait des démonstrations en temps réel. Tu peux peut-être retoucher un mot quand tu dis Siri, ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien au courant, mais ça remonte à 2024 quand même, cette histoire. Alors exactement, oui, parce que dans 2024, ils ont annoncé Apple Intelligence, en voyant bien qu'il fallait parler effectivement d'intelligence artificielle un peu quand même. Et puis, ils ont fait une présentation, puis surtout, quelques semaines après, ils ont fait des publicités en montrant notamment l'actrice de la série The Last of Us qui s'appelle évidemment, je ne vais J'ai pas son nom d'acteur. Alors déjà que je suis très mauvais en nom d'acteur, mais alors là en plus tu me prends au dépourvu, je vais la regarder. Donc dans la publicité on la voit, Ramsey je crois, Bella Ramsey. Ok. Et qui demande, donc on la voit, qui souffle dans son iPhone en disant mais au fait c'est qui le grand gars qui m'a envoyé un message il y a 3 semaines? Ah bah c'est Jack. Et puis le Jack il est dans la pièce à côté et donc elle peut se souvenir de son nom en le voyant. Ah Jack, comment tu vas? Grâce au fait que Siri et donc l'Apple Intelligence qui était sur l'iPhone pouvait aller chercher dans ses propres données à elle pour lui retrouver quelque chose. Ça c'était la promesse. Ils ont été poursuivis, ils ont même été condamnés pour publicité mensongère parce qu'ils n'ont jamais livré la chose. C'est clair. Et on les a même soupçonnés d'avoir bidonné les démos en 2024 et que c'était pas véritable, que les outils étaient vraiment pas prêts et donc ils ont dit mais non et puis en fait on est sûr de rien. Donc là comme par hasard, et je pense que c'est vraiment pas un hasard, pendant la présentation, oui, c'était préenregistré la vidéo, mais on a vu à chaque fois les démonstrateurs faire la requête à Siri, attendre, des fois donc de manière un peu gênante, comme on a vu avec Mike Rockwell.
voir le résultat, et reprendre, taper directement dans Siri pour lancer une requête complémentaire, etc. Donc l'utiliser en vrai. Voilà. Et je crois qu'ils ont en plus fait des démonstrations en public après dans des démos, notamment un Tech Talk qu'ils ont fait avec Federighi et d'autres, et Mike Rockwell aussi, devant un parterre de journalistes et de visiteurs, de développeurs, pour montrer que ça marchait en vrai. Voilà. Donc là, ils ont vraiment fait... Tu disais politique, c'est aussi vraiment de la politique de communication, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment pas qu'ils soient pris de nouveau la main dans le sac par des gens qui auraient pu dire « Non, c'est bidonné ». Donc là, visiblement, c'était pas bidonné. Là, ça a l'air d'être authentique. En tout cas, effectivement, je pense qu'ils auront appris de leurs erreurs et c'est très bien comme ça. Donc oui, vous aurez en tout cas des appareils qui vont plus vite, la main sur le liquid glass. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Et puis, effectivement, un deuxième volet dans cette conférence qui, c'est pour le moins attardé, j'ai l'impression. Alors, juste un petit mot quand même, parce que tu disais, Matt, les éléments dont on a l'aperçu en termes de nouveaux appareils chez Apple avec les annonces de cette WWDC. On a quelques éléments, si on lit entre les lignes, sur le fait qu'on va avoir probablement des nouveaux appareils. En tout cas, ça se confirmerait un peu. Tu parlais vite fait du MacBook Neo qui nécessitera plus de RAM pour être avec Apple Intelligence. Donc ça confirme un petit peu les rumeurs qui permettraient d'avoir 12 Go de RAM dans un nouveau MacBook Neo. Et puis, on nous parle aussi du Mac tactile et de l'iPhone pliant, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Alors, c'est normal que vous entendiez parler de rumeurs, puis après ça se confirme dans le code parce qu'il faut préparer le code pour que les appareils, quand ils sortent en septembre, puissent bénéficier de ces fonctionnalités-là. Ils ne peuvent pas les développer et les mettre en même temps sur le nouvel appareil. Il faut que les gens les testent. Maintenant, ce qui me questionne, c'est comment les développeurs qui vont vouloir avoir ces écosystèmes-là vont pouvoir commencer à développer des trucs pour ces nouveaux appareils. C'est là tout le... J'imagine que, comme d'habitude, ils ont probablement des développeurs triés sur le volet qui ont un accès privilégié pour ces appareils. Le Fold, le nouveau MacBook qui est tactile. Et le MacBook Neo, je pense qu'il n'y a pas personne qui l'a pour 12 GB. On verra ça. On verra ça. Alors, il y a deux choses. Il faut revenir sur l'histoire du MacBook Neo, etc. Parce que le MacBook Neo pourra faire tourner Apple Intelligence. Il ne pourra pas faire tourner les modèles locaux les plus puissants. Exact. Donc, soyons justes, malgré tout. Tu mets le pied dans le plat principal de cet épisode et de cette conférence. C'est que la lisibilité sur ce qui va être possible, pas possible, n'est pas évidente. Mais vous allez voir à la fin de cet épisode, ce sera très clair pour vous. Juste un mot quand même, effectivement, avant qu'on aborde ce plat principal de l'intelligence artificielle. Donc oui, pour dire qu'il y a le contrôle parental qui fait l'objet d'une refonte complète, avec la possibilité de gérer. Alors aujourd'hui, on pouvait déjà avoir des comptes enfants, mais ça va être beaucoup plus simple de créer des comptes enfants pour nos petits bambins, pour qu'ils utilisent des appareils Apple en toute sécurité, et avec une mise en avant du temps d'écran qui va leur être alloué, plus intelligente, plus simple, avec un accès aux applications qui va être aussi plus simple. Je dois dire, moi qui suis à la fois papa et utilisateur chevronné des appareils Apple, et donc qui ai forcé toute ma famille à utiliser des appareils Apple, bien entendu. Les fonctions de contrôle parental sont puissantes chez Apple aujourd'hui, je trouve. Il y a d'autres écosystèmes où c'est pas aussi puissant. Mais alors, il faut reconnaître qu'il faut être capable d'y passer un temps et d'être capable de comprendre que les menus permettent de faire ceci, cela. C'est un enfer. J'ai l'impression que là, pour le coup, ça va être beaucoup plus simple. Tu es utilisateur, toi, des fonctions de contrôle parental aujourd'hui, de l'écosystème Apple aujourd'hui, Fabrice ? Alors en fait, moi non, ma fille est grande maintenant. Quelle chance. C'est le meilleur controle parental, c'est de pas avoir d'enfant. Oui. En fait. Ça dépend. J'ai sûrement raté quelques petites étapes pendant sa croissance. mais en revanche, j'ai mis ça en place pour des copains, pour leur enfant qui a 11-12 ans. Et on s'est arraché les cheveux. C'était hyper compliqué. Et puis ça marchait pas bien. Mais non. Et ce que je crains, ce que j'ai craint en voyant la démonstration pendant la keynote de la WWDC, c'est qu'ils ajoutaient des trucs en plus.
Et donc j'entends, et en plus on pourra leur faire les requêtes d'application, et aussi de savoir, ils pourront demander s'ils peuvent aller surfer sur un site web, etc. On va crouler sous les notifications, et puis ça marche pas. C'est ça le truc qui m'a le plus rendu chèvre quand j'ai fait ça avec les potes, c'est que ça ne marchait pas correctement, quoi. C'est Donc quoi que tu constatais ne pas marcher? Parce que moi, j'avoue que pour le coup, j'arrive à peu près à faire fonctionner le truc, j'ai l'impression quand même. D'abord, premièrement, il est très probable que j'ai pas tout compris le sens de certains. Qui est révélateur de. Oui, non, la mais façon dont c'est de fait. certains, tu sais, boutons à cliquer. Est-ce que ça bloque ou est-ce que ça donne accès? Oui. Il y a des choses j'ai pas tout compris. Et puis il y a des moments où j'ai eu vraiment l'impression de donner, par exemple, une plage de temps. Donc, par exemple, de 22h à 7h le matin, ça c'est bloqué. Et puis le gamin, il pouvait y aller quand même. Ouais, ok. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a Donc, des choses un peu curieuses il parfois. y a des choses soit qui marchent pas, soit qui ont un vrai problème de lisibilité, parce que tu te parlais toi-même d'utilisateurs chevronnés, je pense que j'en suis un aussi, et j'ai rien compris. Donc il y a un problème. Ah, ils sont très conscients de ce problème qu'ils ont et ils savent que c'est un enjeu sur le plan réglementaire à l'international, la gestion pour les enfants. C'est un enjeu de nos politiques, hein. Dans nos différentes contrées, on a toujours des propositions législatives qui vont encadrer justement au nom de la protection de nos enfants ce qui se passe sur nos appareils numériques. Donc ils veulent, à mon avis, anticiper aussi largement le sujet. C'est pour ça que je disais que c'était éminemment politique. Matt, en bon père de famille qui en plus est habitué à parler d'Apple sur sa chaîne YouTube et dans un podcast au quotidien, j'imagine que tu es un expert du contrôle parental aujourd'hui et tu te dis mais pourquoi revoir ça? C'était tellement simple. Oui, non, mais je suis comme vous, comme l'a dit Fabrice, une fois que tu as fini de le configurer, t'oublies ce que tu as fait et quand il faut y revenir 6 mois, 1 an après, tu te rappelles plus ce que tu as fait, alors tout simplement tu déconnectes le contrôle parental et va écouter ce que tu veux parce que et c'est vrai ce que je vais vous raconter là, cette histoire est véridique. À un moment donné, je mets un contrôle que je ne me souviens plus 6, 7, 8 mois après. Mon enfant me demande de débloquer de manière exceptionnel ce site-là et je le débloque, et j'essaye en fait de le débloquer et quand je finis de le débloquer, là c'est un autre contrôle parental qui est embarqué, c'est parce qu'il était tard, il fallait qu'il se couche. Alors j'ai perdu tout le temps à régler quelque chose que finalement il pouvait pas utiliser après. Non, c'est très compliqué. Je sais pas si dans leurs données d'utilisation Apple a remarqué qu'il y a beaucoup de gens parce que tu sais le temps d'écran c'est une autre application qu'on a sur nos appareils et quand le temps d'écran de lui-même prend tout ton temps d'écran. Vous voyez un peu le Inception. Ils se sont dit, OK, merde, il y a quelque chose à faire, probablement. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Il y avait... Alors, sur le principe, ça prend ce genre d'application-là. Ça prend l'application qui va vérifier si c'est violent. Ça prend absolument tout ça, c'est clair. Après ça, j'ai hâte de voir comment ça va se réaliser parce que c'est toujours ça, l'idée en tant que telle. Une loi, un règlement, c'est bien, mais quand on opérationnalise toutes ces choses-là, après, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai hâte de voir sur le terrain, j'ai hâte de voir de l'utiliser. Oui, il y avait vraiment du travail à faire. J'espère que c'est réglé. Mais tout ce qu'ils ont mentionné en conférence et que j'ai entendu dans des vidéos YouTube, tout ça, ben, on pouvait déjà le faire. Sauf que c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut le faire plus simplement? Je me réjouis de pouvoir l'essayer en septembre. D'ici là, je contrôle parental, lise pas très bien. Allez, on va contrôle parentaliser le mieux possible en attendant que ces nouvelles versions arrivent. Et puis en plus, il faut que tous les appareils de la famille soient compatibles en plus avec les nouvelles versions d'iOS, de macOS. Alors, on peut parler des compatibilités. Fabrice, est-ce que tu veux nous faire un petit tour de qu'est-ce qui sera compatible sur quoi? Parce que, et tu vois, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le détail. J'ai envie de me reposer sur ton regard et ta capacité de synthèse parce que le sujet n'est pas simple. Si, sur iPhone, c'est une bonne nouvelle. Alors sur une fois, c'est une bonne nouvelle. Alors juste peut-être une remarque juste de côté, c'est que on pourrait aussi prendre ça de manière cynique, c'est que c'est la nouvelle version de. On se rappelle de Tim Cook qui avait dit à, je crois, un journaliste ou à quelqu'un dans une salle qu'il pouvait pas envoyer une photo à sa mère et donc il avait dit parce qu'elle avait un Android, achète donc à ta mère un iPhone. Et là, on est en plein dans, achetez donc à vos enfants des iPhones, c'est les meilleurs les meilleurs smartphones et en plus on a tous les outils pour vous les protéger, etc. Ils sont forts. Ils sont trop forts. Voilà. Bon, ça, c'est la version cynique de la chose qu'ils essayent en même temps de protéger, c'est très bien. Pour ce qui est des compatibilités, alors oui, la bonne nouvelle, c'est que les iPhones, donc ça reste compatible jusqu'à l'iPhone 11, donc exactement comme pour iOS 26.
Donc ça, c'est très bien. C'est même sur un iPhone 11 que j'ai déjà installé iOS 27 première bêta développeur. J'ai été très intéressé de voir à quoi ressemblait la nouvelle version de Liquid Glass, parce qu'en gros, il n'y a que ça que je peux voir sur un iPhone 11, parce que justement, oui, ça s'installe, mais c'est pas là avec un iPhone 11 qu'on va avoir accès à Apple Intelligence. Mais est-ce que tu as déjà vu, même si c'est une bêta, une différence? Parce que ça aussi, c'est un aspect intéressant. Quand tu es capable d'avoir des gains de performance sur un appareil qui a 7 ans, tu dis, mais pourquoi ils nous font changer à chaque année? Alors, je serais curieux de savoir ton retour. C'est évidemment trop tôt, parce que on sait aussi que quand on vient de faire la mise à jour d'un iPhone, il faut attendre 2, 3, 4 jours avant d'avoir les vraies performances et la vraie autonomie, puisque justement, il va de nouveau réindexer tout ça. Est-ce que sur un iPhone 11, on bénéficie du nouveau Spotlight et de la nouvelle indexation des fichiers? Là, finalement, ça faisait un peu partie du flou que tu évoquais, Guillaume, tout à l'heure sur les annonces. Je ne sais pas. En revanche, j'ai pu tester le nouveau réglage pour Liquid Glass, et donc il y a du mieux, c'est-à-dire que c'est moins transparent, ça devient plutôt en consistance de verre sablé. Donc tu peux choisir en fait. Tu peux choisir de le mettre moins transparent ou au contraire de le mettre très transparent, c'est ça? Alors c'est marrant parce qu'ils ont parlé d'un slider, comment dit-on en français, un bouton à glisser pour un bouton glissoire. Un bouton glissoire. Un curseur peut-être. Un curseur, voilà, mais on ne peut choisir en fait que 3 positions. Ah d'accord. Okay. Ah ok. C'est pas non plus. C'est vrai que dans la démo, ça donne l'impression que tu peux subtilement nuancer la transparence, mais en fait. Ben non. Non, c'est pas vrai. Voilà, non, voilà, pendant que voilà, je réessaye pendant que je mauvaise parle. langue. Et en fait, je suis mauvaise langue. Non, on peut, mais c'est parce qu'effectivement, il y a des petits points qui marquent quand même 3 positions. D'accord. Mais voilà. Donc mes excuses. Donc on peut aller de clair jusqu'à plus teinté. Il y avait déjà depuis 26.4, je crois, une option teintée en plus de l'option transparente pour que justement rendre un peu moins transparent. Donc maintenant, quand on va tout à droite du curseur, on a un effet de verre sablé en fait, qui à mon avis, c'est mieux, mais ça reste très blanc. Donc quand on est par exemple dans l'application musique et qu'il y a le player en dessous et qu'il y a des choses un petit peu en dessous qui sont un peu blanches aussi, ça reste pas super lisible non plus, quoi. Est-ce que vous êtes gênés tous les deux aujourd'hui par le design Liquid Glass? C'est-à-dire qu'il a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de critiques, et il y a des endroits où c'est pas idéal. Est-ce qu'au quotidien ça vous gêne Liquid Glass, ou est-ce que globalement vous appréciez Matt? C'est ton sentiment d'aujourd'hui pour avoir un petit aperçu. Je vais me fier sur des gens que j'ai observés dans mon entourage, là, qui étaient un peu plus âgés ou moins technophiles. J'ai vu que des fois, certains malaises à trouver si c'était une icône de l'image ou si c'était un bouton réellement. Ça m'est arrivé concrètement, ça, je l'ai déjà vu. Maintenant, moi, j'ai tout teinté. Alors, j'ai plus de malaise en tant que tel. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus sur ma chaîne, et il y a beaucoup de gens qui me remerciaient, qui m'écrivaient, qui me disaient merci parce que j'y voyais rien. Alors, alors, faut faire des nuances, j'y voyais rien, et puis, mais on se comprend que c'était un petit peu moins lisible, et c'est pas fidèle aux habitudes. Mais en même temps, c'est drôle parce que quand tu regardes ça, tu dis, c'est très élégant, c'est très beau. Dans l'utilisation après, c'est un peu comme quand tu achètes une Porsche. Le coffre est en avant. Si tu veux t'acheter un arbre, ça va être compliqué de le mettre dans le coffre. Tu comprends? Le sapin de Noël ne tient pas dans la Porsche, ou alors voilà. C'est un tout petit sapin de Noël. Je comprends. Fabrice, pour terminer là-dessus, ça te gêne toi aujourd'hui? Je vais peut-être me faire huer par certains auditeurs, mais je trouve que Liquid Glass est un affront à l'ergonomie. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont lutté contre, notamment en réinstallant macOS 15 sur. Oui, je me rappelle. Tu nous l'avais dit en plus. Ouais, parce que moi, je trouve ça insupportable. J'ai pas pu revenir en arrière sur l'iPhone, malheureusement. J'ai fait comme Matt, j'ai mis tout à fond tout ce que je pouvais, réduire les transparences, teinter, tout ça, parce que et j'ai la même expérience que Matt avec certaines personnes. Moi, je fais en plus de la formation, c'est pas parce qu'ils sont comme ça, mais avec des personnes âgées qui étaient complètement perdues et qui voyaient rien. Moi, je suis un peu moins âgé qu'eux et je voyais rien non plus. Il y a un manque de contraste et de lisibilité. Je trouve que c'est vraiment une aberration, cette chose-là. Toute amélioration de la lisibilité me paraît bienvenue. Et puis il faut que je m'arrête, mais je pourrais faire 2 heures parce qu'on parle de la Liquid Glass, excuse-moi Matt, mais de la transparence. Mais en fait, il y avait eu tout un discours sur le fait que la nouvelle interface était mieux répartie avec des zones de saisie en bas de l'écran plutôt que. Elles sont en bas de l'écran, sauf quand elles n'y sont pas.
C'est pas cohérent en fait. Il y a Oui, c'est aucune vrai. cohérence. Il y a des fois des zones de saisie qui sont en haut de l'écran parce qu'il y avait déjà quelque chose en bas. Donc c'est pas réfléchi jusqu'au bout. Je pense que c'est une aberration. J'ai pas eu la réponse, Fabrice. Est-ce que sur la bêta que tu peux regarder si l'icône du bouton partager est enfin centrée? Les plus avancés des designers qui nous suivent savent à quel point le fait que le bouton partager, tu sais, le petit carré avec la flèche qui sort, Ouais. il est pas centré dans le rond. Et ça pose des problèmes existentiels aux designers. Ah, Je te laisse alors, vérifier si c'est corrigé. comment je vais pouvoir Je t'ai faire coupé, ça? Matt. Bah, Non, mais tu peux aller dans photos, par exemple, puis Oui, voir si oui. tu peux partager une photo. Ce Matt. que je voulais dire, c'est que c'est très, très régulier et de plus en plus régulier depuis 2 ans, en fait, qu'on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vision ou des malvoyants qui nous écrivent, Audrey et moi, et qui nous disent que c'est de moins en moins bon chez Apple, cet aspect-là, où avant, ils pouvaient se targuer que c'était le meilleur écosystème pour des personnes, pour s'adapter et ainsi de suite pour l'accessibilité. Là, au niveau de l'accessibilité, moi, je te dis, j'ai de plus en plus de commentaires réguliers. Alors, il faudrait que je vérifie que c'est pas toujours les mêmes personnes, mais j'ai quand même des commentaires assez réguliers Ouais. qui nous parlent des problèmes d'accessibilité depuis quelques versions. Bon, j'ai l'icône devant les yeux. Alors, j'avoue. Alors, Ah, tu choquais pas avant? Non, véhément que je suis sur l'interface, j'avais pas remarqué ce détail-là. Donc Le petit carré là, est un ça- peu décentré en bas actuellement sur iOS 26. Donc D'accord. Là, ça me paraît pas mal. Bon, eh ben écoute, on verra, on verra. Un bon point. Bravo, Guillaume. Bravo les designers chevronnés. On continue avec notre plat de résistance, je pense, parce que Siri va être moins stupide, enfin, et va même peut-être être au niveau de Gemini, de ChatGPT, de Claude. On peut l'espérer sur votre iPhone. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Apple nous propose une app dédiée pour dialoguer avec Siri, qui est d'ailleurs renommée Siri AI, cette application, ce nouveau Siri. Apple, je pense, a compris qu'un chatbot, c'était pas mal pour interagir sur le plan de l'IA. Il tire parti en plus évidemment du contexte personnel, donc c'est vraiment les cas d'usage que tu mentionnais, Fabrice, de 2024, qui en fait arrivent, on espère, en 2026, avec cette espèce d'intelligence du contexte, intelligence de la connaissance de vos données personnelles. Les démos, alors pour le coup, les démos me laissent moi un peu songeur, je dois le dire, pour deux aspects. Il y a ces temps d'attente qui, moi, me semblent long, je sais pas si c'est terriblement long pour éviter qu'ils se prennent des procès derrière ou si c'est parce que c'est aussi long partout et que je me rends compte que dans les vidéos d'Apple. Moi, je trouve ça un peu long. Je trouve que les cas d'exemple ne sont pas forcément incroyables. Voilà, le cas où la personne veut se mettre à suivre la Coupe du Monde, organise une soirée avec ses copains et qu'il veut un menu avec c'était quoi le Maroc et je sais plus quel autre pays et il veut ensuite la liste des ingrédients et inviter ses amis. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est les cas d'usage qui nous sont vantés par Gemini, ChatGPT. Personne ne fait ça. Personne ne réserve subitement un billet de concert parce que... Bon bref, vous comprenez que les cas de démo qu'ils ont présentés, moi hier, me faisaient rêver. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais je fais jamais ça en fait. Et en tout cas, donc ils ont cette nouvelle version de Siri qui va arriver partout, sauf en Union européenne et en Chine. La douche a été donnée par Craig Federighi durant la conférence de manière assez forte en disant que parce que l'Union européenne a un DMA et surtout un dispositif légal et surtout n'a pas voulu dialoguer avec Apple pour bien mettre en place cette application et cette interface par intelligence artificielle, ce sera pas possible. Alors attention, il faut clarifier un point qui, je pense, est une énorme confusion depuis la WWDC dans l'esprit de beaucoup, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui relèvent de l'intelligence artificielle et qui relèvent d'Apple Intelligence sur les appareils Apple, notamment, alors l'édition de photos qui va se mettre au niveau de ce qu'on voit dans la concurrence, où vous pouvez vraiment gommer des éléments et ça donne vraiment un vrai gommage. Vous allez pouvoir aussi recadrer, repositionner quelque part la caméra a posteriori sur toutes les images que vous avez déjà. Ça a l'air vraiment bluffant, il y a un effet waouh sur cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir générer des images plutôt crédibles, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du vibe coding, c'est-à-dire dire dans l'application raccourci en langage naturel, créer un raccourci qui fait que à chaque fois que je pars du boulot, ça envoie un message à mes enfants pour leur dire qu'ils doivent arrêter la console et aller prendre leur douche. Donc ça, on imagine que le truc arrivera correctement à le faire. On a même des choses qui sont assez avancées que j'assimile à des comportements balbutiants certes, mais d'agents IA qui sont
L'application mot de passe va vous avertir quand vos mots de passe ne sont plus à jour sur des services et qu'il faut les changer, et va vous proposer de les changer en un clic. Donc en gros, vous allez appuyer sur un petit bouton dans l'application mot de passe, dans l'application Passwords, et par la magie d'Apple, par la magie de l'IA, l'outil va aller changer votre mot de passe vous-même à votre place sur le service. Bref, il y a plein de fonctions d'intelligence artificielle qui vont arriver. Il faut donc être bien clair. Siri AI, c'est cette application qui tire parti de votre contexte, de vos données personnelles et de votre contexte pour vous apporter des réponses enrichies, qui va être sous la forme d'un chatbot avec une application comme l'est aujourd'hui ChatGPT ou Claude. Ça, pas dispo en Union européenne, pas dispo en Chine. Par contre, les autres fonctionnalités sont là. Il y a quelques fonctions très avancées d'intelligence artificielle qui nécessitent d'avoir un appareil récent, notamment des nuances dans la voix, dans le dialogue avec Siri. Mais globalement, beaucoup de fonctions d'Apple Intelligence seront disponibles. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a rassuré parce que j'avoue qu'avec la conférence d'hier, j'avais l'impression qu'il n'y aurait rien de dispo. Voilà, ça clarifie un petit peu les choses. Fabrice, comment est-ce qu'on doit percevoir cette avancée? Est-ce que c'est Apple montre l'idéal de l'intelligence artificielle sur des appareils personnels? Est-ce qu'ils se mettent à niveau? Est-ce que, et puis surtout sur cet aspect de disponibilité de Siri et AI en Union européenne et en Chine, est-ce que c'est justifié? Pas justifié selon toi? Alors bon, tout ça est très vaste. Cela dit, vous avez 2 heures. À ce qu'on disait quand même au début. Chaque fois. Hein. C'est même pas une blague. Oui, Fabrice, excuse-moi. Ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que est-ce que Apple rattrape son retard? Bah oui, ils rament un peu pour rattraper leur retard. Mais je trouve que Apple, dans ce cas-là, fait, pour l'instant, en faisant abstraction de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas en Europe, fait un peu comme d'habitude, c'est-à-dire met à disposition des outils bien intégrés au système, dans lesquels on peut potentiellement avoir plus confiance que les autres dans la préservation des données personnelles. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que avoir l'IA, donc Siri, qui est capable d'aller chercher dans les messages, dans les mails, dans toutes les informations, dans les contacts qu'on a sur son iPhone ou sur son Mac ou son iPad pour répondre aux questions qu'on lui pose. Moi, je fais plus confiance à Apple qu'aux autres pour les utiliser à mon service. Et je trouve que c'est on sait que des outils comme Claude Cowork ou Codex d'OpenAI font ça. Mais est-ce que j'ai envie de donner l'accès à mes données à ces outils-là? Moi, je l'ai encore pas fait. Et j'ai fait un jour, j'ai fait un peu semblant, j'ai donné accès à un dossier à Claude Cowork et Codex pour savoir s'ils pouvaient me ranger mes fichiers. Mais est-ce que je vais donner l'accès aux autres? Bah non. Non, j'ai pas confiance, ça me va pas du tout. Donc la démonstration par exemple du gars qui a fait ça sur le Mac pour dire bah tiens j'ai 3 PDF, je peux donner ça à Siri et je veux savoir dans le chatbot qui me compare les documents. J'ai déjà fait ça avec Gemini sur des documents par exemple des contrats d'assurance. Bah je préférerais le faire dans l'environnement d'Apple parce que j'ai plus confiance. Voilà. Et il y a des choses, des traitements de documents que je n'ai pas fait avec l'IA parce que bah c'est des documents de clients que j'ai, etc. Et je peux pas prendre cette responsabilité là avec les outils d'Apple. Je pense que je le ferai. Donc je pense c'est vraiment pour moi la façon d'arriver d'Apple, comme d'habitude, ils arrivent avec des outils qui font peut-être 80-85% des fonctions qu'on a l'habitude de voir chez les autres. Ça va suffire justement à plein de gens, aux vrais gens, comme j'en parle souvent. Et ensuite, pour ceux qui auront besoin d'aller plus loin, eh ben, ils continueront à utiliser les autres outils. Mais avoir ça intégré au système, moi j'applaudis. Et c'est ça en fait qui m'a sauvé en y repensant sur le côté, ah bah est-ce que c'est décevant? Et non, en fait, c'est exactement ce que je veux. Matt, Siri, AI, ce qu'on attendait tous arrive enfin sur les iPhones en dehors de l'Union européenne et de la Chine. Il y a tellement de trucs là-dedans. Le premier, c'est que je compare ce qui arrive à Apple avec l'intelligence artificielle à ce qui arrive avec Microsoft sur l'intelligence artificielle. Quand vous êtes en entreprise, vous remarquez assez vite que si vous faites de l'IA, vous utilisez Copilot, puis dernièrement, vous utilisiez Copilot par dépit. Parce que les TI et la DSI avaient bloqué le reste, alors vous aviez Copilot. Mais pourquoi Copilot était assez mauvais, ou vous le trouviez assez mauvais ou compliqué? C'est parce qu'en arrière, il y a une mécanique qui est basée sur l'intention de l'utilisateur et le contexte. C'est basé sur Graph API chez Microsoft. Et puis, Apple a dû bâtir cet élément-là pour avoir ton contexte. Et quand vous utilisez
copilote en bureau, en entreprise, de plus en plus, vous le trouvez bon maintenant, puis parce que de plus en plus vous allez l'utiliser, de plus en plus il va apprendre. Alors, j'ai hâte de voir si Apple a utilisé le même principe et que ça va être appliqué à la grandeur de notre écosystème. J'ai vraiment hâte de voir parce que là, on est sur Apple. On n'est pas sur une start-up qui a le couteau entre les dents, qui veut faire des milliards et qui veut faire un IPO dans pas longtemps. On n'est pas chez Anthropic. On n'est pas chez OpenAI. On est chez Apple, une compagnie qui a plusieurs dizaines d'années, qui est cotée en bourse, qui a beaucoup plus à perdre de faire mal de l'IA que de pas en faire du tout au final, parce que sa base utilisatrice, elle n'a peut-être pas nécessairement besoin, ou c'est pas le truc c'est pas le talk of the town, comme on peut dire chez nous. C'est pas le sujet que les gens ont autour de nous quand ils parlent d'Apple. On a d'autres sujets quand on parle d'Apple que ça. Et je reviendrai sur l'autonomie de la batterie, par exemple. C'est vraiment ça qui revient plus que « Ah ouais, mais il n'y a pas d'IA et c'est pas agentique sur mon téléphone. Ouais, j'aime pas ça. » Non, personne parle de ça en ce moment. C'est pas vraiment le gros sujet. Alors, au niveau de l'intégration, c'est ça qui était le plus important. Je pense, j'espère, je souhaite qu'ils ont réussi à le faire. Le délai que tu peux voir, c'est aussi le principe. Le principe est assez simple. C'est qu'Apple n'est pas un fournisseur tech, de serveurs tech. Oui, ils font du iCloud par dépit pour synchroniser, mais ça n'a jamais été leur force chez Apple de faire des services web. De plus en plus maintenant, hein, je veux pas dire des conneries, mais c'est pas leur force première de faire des services qui se synchronisent. Pour ceux qui le connaissent, on est tout content aujourd'hui de voir que notre iCloud va être synchronisé plus vite, que le AirDrop va être synchronisé plus vite. Alors, c'est normal que le service va être plus lent au début. Moi, ce qui me fatigue énormément dans tout ça, c'est pas ce qu'on vient de discuter, c'est que ça sort en anglais. Messieurs, ça sort en anglais. Et ça, c'est la catastrophe, je trouve, dans leur annonce, c'est que ça sort en anglais. Alors, ça veut vraiment simplement dire que ils ont bâti en arrière un écosystème, en arrière là, de votre téléphone, qui va attraper toutes vos données, qui va l'envoyer à un modèle local, qui va analyser des trucs, qui va envoyer des choses sur les serveurs Apple audité, qui va utiliser le nouveau Apple Foundation modèle. Tout le monde fait ça. Hein, si vous ne le savez pas, tout le monde audite leurs trucs là, dans les compagnies tech qui se respectent. Alors, c'est le niveau de couche qu'ils ont mis qui fait que ça ralentit pour savoir si c'est le contexte de l'utilisateur ou bien c'est quelque chose qu'il veut savoir tout simplement sur un LLM moderne. Fait que, bref, je peux comprendre les lenteurs. Je peux comprendre aussi qu'Apple, ça a été lent avant de recevoir tout ça. Je peux comprendre qu'ils doivent bâtir un écosystème. Ce que je comprends pas, c'est que ça sort en anglais. Ça, c'est ma frustration. Ça n'a aucun sens de faire ça en 2026. Surtout, et j'ai terminé là-dessus, qu'on a appris que les développeurs chez Apple travaillaient avec Claude Code. Donc, ils sont en théorie, plus rapides. Non, ouais, mais attends un petit peu. En théorie, t'es plus rapide quand tu développes avec une IA bien contrôlée et ainsi de suite. Fait que le français puis les langues, là, tu peux les amener assez rapidement, je pense. Bon, il y aurait tellement de choses à dire. Effectivement, ça va arriver. Alors déjà, ce Siri AI, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, je commence à perdre mon latin, moi, dans toutes ces infos d'intelligence artificielle chez Apple, mais ça n'arrivera même pas avec iOS 27 à la sortie. Ça devrait arriver en fin d'année et uniquement en anglais et évidemment pas partout dans un premier temps. Donc, ils disent travailler durement avec l'Union européenne pour avoir la possibilité de l'amener. Ce qui est un peu curieux, c'est que, curieux pour des utilisateurs et en même temps, ça s'explique, mais ça va être dispo en Union européenne et en Chine avec l'Apple Watch, par exemple, ou sur le Mac, si je dis pas de bêtises, Siri AI. Donc, c'est vraiment sur l'iPhone. Et donc, ça met en avant le fait que il y a un problème de mise à disposition de cette fonctionnalité de manière trop étroite entre l'intelligence artificielle Siri AI et les données que vous confiez à Apple, sans qu'il y ait de possibilité pour qu'il y ait vraiment une ouverture pour une concurrence. Évidemment, ils peuvent pas dire remplacer Siri AI par Gemini ou par ChatGPT qui vont avoir accès aux mêmes informations, parce que pour eux, ce serait un vrai problème en termes de confidentialité des données. Il y a quand même un enjeu d'architecture et de protection d'architecture logicielle et de protection des données personnelles dans cette histoire. Il y a un vrai bras de fer, en tout cas, qui est installé. Fabrice, est-ce que tu as pris un petit drapeau avec un logo de pomme ou un petit drapeau européen? Parce qu'il faut prendre parti ici. C'est impossible d'être dans la demi-mesure, tu vois. Il faut du sang dans cette histoire.
Alors, prendre parti, faut-il justement? C'est intéressant parce que Apple là est parti avec sur son destrier en attaquant la Commission européenne en disant c'est eux les grands méchants. On n'a pas encore vraiment la réponse de l'Union européenne. Techniquement parlant, ils ont juste dit ils respectent pas les règles et puis c'est tout. Ils ont qu'à le faire. Ça s'est déjà produit avec la fonction de traduction en direct liée aux AirPods Pro qui n'était pas disponible dans iOS 26.0 et qui est arrivé dans 0.2 et à l'époque, à l'arrivée d'iOS 26, Apple avait dit on peut pas la faire en Europe parce que l'Europe ne permet pas de le faire, etc., etc. Et puis 6 semaines après, ça sort quand même. Donc il y a peut-être une possibilité de faire. Voilà. Bien entendu, c'est forcément plus compliqué avec Siri et AI parce que ça touche les données personnelles. Et j'avoue que je suis partagé parce que j'ai plutôt tendance à me dire les grandes entreprises ont tellement de pouvoir que je trouve que c'est une bonne idée qu'il y ait un contrepoids à ces boîtes qui ont des chiffres d'affaires et des réserves qui sont plus grosses que celles de nombreux pays dans le monde. Donc c'est un peu, ça me paraît bien qu'on pousse un petit peu, qu'on les pousse un peu dans leur retranchement. Mais j'aimerais pas que ce soit effectivement au détriment de la protection de mes données. Et il y a certains arguments d'Apple dans le domaine qui font mouche, je trouve, parce que quand c'est mes données qui sont sur mon iPhone, dans l'application mail d'Apple et dans l'application message d'Apple, Siri en local puisse aller indexer tout ça et me fournir une réponse, ça me va bien. Est-ce que j'ai envie que l'IA de Meta puisse faire la même chose avec mes données? Ben non. Justement, est-ce qu'il y a des moyens de le faire de manière anonyme, etc. Eh ben, alors moi je sais pas, mais je suis pas développeur, je suis pas ingénieur. Peut-être qu'ils vont trouver, mais je peux comprendre très facilement que ça demande tellement de ressources et d'investissements énormes. Même si Apple a tout l'argent du monde, je peux comprendre que ça les ennuie pour parler correctement. Et c'est ça qu'ils expriment. Franchement, ils ont pas envie, et je pense que là, c'est vraiment très compliqué. Donc, non, Guillaume, je ne prendrai pas parti, parce que là, ça dépasse mes compétences. C'est dommage, c'est tellement bon pour les audiences quand on se frite et qu'on a des partis pris forts. Matt, t'as un double avantage, c'est que bon, déjà, tu connais un petit peu la manière dont on peut implémenter ces infrastructures. Enfin bon, c'est un sujet qui te concerne au quotidien, mais aussi, tu es à l'extérieur, tu n'es pas impliqué, tu vois, tu n'es pas l'utilisateur frustré européen qui n'aura pas droit à cette belle interface qui lui permet de savoir comment préparer un repas thématique pour le lancement de la Coupe du Monde avec ses potes. Comment tu vois ça? Est-ce que, là aussi, Matt, moi j'ai besoin que tu prennes un drapeau, quoi, et pas le drapeau canadien, s'il te plaît, prends un drapeau pour qu'il y ait du sang, de l'affrontement. Qui a raison dans cette histoire? Quand on fait du développement sur des gros systèmes, on peut comprendre que si une orientation d'architecture a été prise il y a plusieurs années, que ça peut être compliqué d'essayer de renverser la vapeur par la suite ou de faire des adaptations. Ça va être au détriment de la performance, ça va être au détriment de plein d'aspects. Ça va coûter de l'argent. À un moment donné, c'est assurément une question d'argent qui est en arrière de ça, messieurs. Vous savez, hein, le principe, c'est vendre quelque chose à un prix et le construire à un prix beaucoup moins élevé que le prix que vous le vendez, c'est-à-dire faire des bénéfices. Alors, quand Apple vend des trucs et puis qu'ils se rendent compte qu'en Union européenne, là, il va falloir tout recoder à cause des Européens, c'est ça, c'est tout simplement ça. Je crois absolument pas. Et au contraire même, hein, il y a un des dirigeants d'Apple qui a dit que ils s'y sont pris beaucoup plus tôt qu'avec les AirPods Pro. Ils ont été voir en Europe, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Les Européens sont trop complexes. C'est pas vrai. Et puis, de toute façon, l'histoire donnera raison à l'Europe de maintenir par rapport à ces grosses compagnies-là. Je vous dis, je parle pas au nom du Canada, je parle pas au nom de certains États américains, mais il y a beaucoup de gens en dehors de l'Europe qui voudraient avoir les lois qui protègent comme vous avez. Se faire spoiler les données comme on se fait spoiler les données. Aux États-Unis, il y a des données d'assurance qui sont prises par des compagnies d'assurance et tout d'un coup, vous avez des tarifs de beaucoup plus chers, que ce soit sur vos autos, que ce soit un peu partout. Alors, vous comprenez l'idée, ça va au-delà de chez Apple et c'est pour ça que l'Union européenne impose des lois. Je suis plus partisan de légiférer et le marché va s'adapter que de laisser aller à tout va parce que l'histoire nous a bien montré que l'autorégulation, ça ne fonctionne pas. Ils s'accordent tous ensemble à un moment donné pour faire le plus de fric possible.
Désolé, je suis un peu gauche, mais sur ça, je n'ai pas de pardon à Apple. C'est la plus grosse compagnie, c'est elle qui a le plus de ressources. Elle peut traduire des trucs autres qu'en anglais. Elle peut faire des applications autres que pour les États-Unis. Je suis désolé, ça marchera pas pour moi. Ils me feront pas pleurer. En France, on a de la réglementation qui encadre. Est-ce que j'étais assez virulent pour faire un shot? T'aurais pu en faire plus, Matt. Hein. T'aurais pu, voilà. Bon, faut pas taper dans l'insulte. Oh, quoique maintenant, on peut y aller en explicite sur Apple Podcast, c'est parfait. Bah ouais, non. Parce qu'on n'est pas woke, nous, sur Tech Café. Il n'y a pas de woke dans Tech Café, on connaît pas ça. Mais alors, juste un mot quand même pour dire, Matt, qu'effectivement, en France et en Union européenne, on a un encadrement législatif sur la protection des données personnelles qui est excellente. Par contre, elles sont pas sécurisées, nos données. Donc en France, on se fait pirater les trucs tous les mois. Alors, c'est bon. Y compris la messagerie protégée du gouvernement Chap. Même elle. Et ça, c'est toujours le même principe. Les gens qui font du papier ont beaucoup de facilité à faire du papier, des lois, des règlements, de la gouvernance. Puis quand ils arrivent sur le terrain, ils font, ah ben merde, ça s'applique pas. Mais il faut que ces gens-là, ils se parlent ensemble des fois. Il faut que les gens qui légifèrent soient plus terrain, plus hands-on, plus à l'écoute des gens qui sont sur le terrain. Et je veux pas dire qu'ils soient plus à l'écoute des compagnies. Vous m'avez bien compris. Qu'ils soient plus à l'écoute des gens de terrain. C'est là où je te rejoins, Matt, quand même, parce qu'il y a un côté... on entend aussi souvent un contre-argument qui est de dire, à cause de ces réglementations, l'innovation n'avance pas assez vite ou pas aussi vite en Europe qu'ailleurs. On peut peut-être se poser la question de savoir si l'innovation avance pas trop vite ailleurs, justement, parce que ça se fait aux dépens de nos données, de notre sécurité, etc. Et donc, il y a un moment, peut-être que c'est juste les autres qui vont trop vite et qui regardent pas où ils mettent les pieds. Donc, c'est là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais, Apple a tout l'argent du monde, Google aussi, ils peuvent l'utiliser un petit peu, ça leur fera pas de mal. Moi, je suis assez... Vous savez que j'ai eu là aussi 2 sentiments quand j'ai vu cette conférence. J'ai fait « Oh, merde !» D'ailleurs, je crois que j'ai marqué ça, vous savez, j'avais mis une petite note durant la conférence. Puis bon, ça envoie du lourd, quoi. Tu te dis « Oh là là, il va savoir quel cadeau auquel j'ai discuté avec des copains. » Bon, je pense que ça marchera pas aussi bien que ça. Mais bon, peu importe, ça envoyait du lourd, quoi. Et j'ai mis « Oh, mince !» Bon, je l'ai mis de manière plus vulgaire dans mes notes. Mais je suis... j'ai eu... Donc ça, c'était ma première réaction. Et la deuxième réaction, c'était de me dire, est-ce que c'est si grave que ça si on n'a pas Siri AI en Union européenne? Est-ce que vraiment, d'une part, ça va nous manquer? Il y a les implémentations qui font rêver de chez Apple et qui, dans les faits, sont pas toujours excellentes. Vous vous rappelez des notifications triées par Apple Intelligence dont on n'avait pas le droit en France et on s'est gossé de tous les sites qui envoyaient des notifications foireuses parce qu'elles étaient mal traduites par Apple Intelligence à l'époque. Donc ça faisait sourire. C'est arrivé en France, ça s'est amélioré. Nul doute que le truc, il devrait arriver quand même à l'avenir, ce sera juste peut-être pas en 2027. Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on va vraiment y perdre? Finalement, je suis pas certain. Il y a toutes les autres fonctionnalités qui sont quand même très cool sur la base de l'intelligence artificielle et qui sont très concrètes. Je reparle encore une fois de la retouche d'image qui vont arriver et finalement, c'est vachement bien. Et donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment une urgence à s'approprier ces services-là, surtout chez Apple? Est-ce que finalement on n'a pas déjà des solutions qui font très bien le café? Est-ce que finalement on a besoin de sacrifier l'encadrement législatif sur ces sujets-là? Bon, le truc de fond quand même, c'est que ça donne l'impression qu'il y a un dialogue de 2 enfants capricieux entre l'Union européenne et Apple. Et sans doute qu'un des deux a tort et sans doute qu'un des deux a plus raison. Je trouve quand même qu'en termes de dialogue, il manque quelque chose. Et je te rejoins Matt sur le fait que je peux pas considérer le fait que une entreprise comme Apple, qui a les moyens qu'ils ont, n'arrive pas à trouver des solutions qui permettent de s'adapter à un dispositif légal comme celui de l'Union européenne, qui me paraît pas complètement inatteignable, quoi. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'un peu frustrant sur la manière dont ils dialoguent. Numérama a interrogé un peu des interlocuteurs dans l'Union européenne et dans leurs réponses, il y a vraiment un blocage, quoi. On sent qu'ils ont absolument pas envie les uns les autres de faire un pas et finalement, je préfère être un peu en retard, mais que mes données soient bien encadrées plutôt que de laisser de la place. Et au-delà de la protection des données, il y a aussi le fait de ne pas créer d'environnement anticoncurrentiel trop fort, quoi. L'histoire nous a montré à quel point ça pouvait être problématique, à quel point ça pouvait être même dommageable sur notre souveraineté. Franchement, c'est des valeurs qui me semblent assez importantes. Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé dans le développement informatique, il y a un moment,
J'ai un vieux de la vieille qui était là, puis qui me disait, c'était une personne du côté métier plus, pas informaticien, qui m'avait dit, tu sais, Matt, quand un informaticien me dit que ça peut se faire, c'est qu'il a probablement raison. Et puis tu sais, quand un informaticien me dit que ça peut pas se faire, c'est qu'il a probablement tort. Et surtout avec les ressources d'Apple, c'est du foutage de gueule, 100 000 $. De toute façon, il y a une pression de ces tech bros en ce moment là sur les gens qui légifèrent, sur ouais, mais là vous faites attention puis vous me bloquez. Non, arrêtez là. Les données des humains sont plus importantes que vos milliards que vous allez pouvoir engranger, que vous allez foutre dans des paradis fiscaux. Non, l'important, c'est l'humain et continuez comme ça l'Europe. Vous êtes l'exemple à suivre. Alors, pas sur tout, mais sur ça, c'est bien. C'est déjà pas mal. Dès que tu dis pas sur tout, c'est que du coup, tu intègres un doute sur certains autres sujets et du coup, on n'en sort plus. C'est plus possible. Là, qu'est-ce qu'on aimerait tomber dans cette case toute blanche ou case toute noire pour pouvoir être tranquille. Et le monde est terriblement nuancé. C'est ce qui fait la beauté des choses. Donc oui, c'était une conférence finalement très politique si on met en avant les aspects de contrôle parentaux, les aspects justement d'accès à l'intelligence artificielle avec différents endroits dans le monde. Et c'était évidemment la dernière conférence WWDC présentée par Tim Cook qui va prendre son rôle de président et qui va donc, j'imagine, prendre à bras-le-corps ces sujets en tant que président à l'avenir, notamment auprès de l'Union européenne, auprès de la Chine et de probablement plein d'autres entités. Donc c'était un caractère fort. On a noté quand même dans le conducteur de l'épisode, entre politique et annonce ringarde, c'était toi, Fabrice, je crois, non, qui avait souligné le caractère un peu ringard. Tu avais en tête notamment la manière dont était amené le nom de cette nouvelle version de macOS. Moi, je trouve que la blague a un peu duré aussi, mais... Ah oui. Oui, alors c'était un peu long, mais donc pour rappeler, donc c'est au début quand Federighi, le fatigué d'après il était très fatigué. Celle-là, ça prouve justement ce que je dis. Il est très, très fatigué pour avoir fait ça. Il nous a habitués à faire de la Formule 1 sur le toit du Apple Park. Et là, il arrive en combi... En combi Volkswagen. Effectivement, pour annoncer donc le nouveau nom de macOS 27 qui sera donc Golden Gate, du nom du pont à San Francisco. Et tout ça dans une ambiance flower power avec Greg Joswiak qui justement sort du combi Volkswagen. En plus, il y a un truc, enfin ça fait vraiment blague à papa quoi. Je trouve que là on sent qu'ils ont plus 25 ans les cracks marketing là qui trouvent les idées. Et en plus, il y a un truc bizarre quand même, il ouvre la portière du combi Volkswagen et il y a de la fumée qui sort. Alors après, on voit que c'est de l'encens, mais ça fait vraiment genre 1970 et il aurait pu sortir avec son pétard et tu vois, j'ai pas compris en fait. Pourquoi, sous prétexte que c'est San Francisco, il faut revenir à une époque qui n'existe plus. Enfin, j'ai trouvé ça, pour le coup, plus j'y pense, plus j'ai trouvé ça ringard, en fait. Ça m'a même pas fait rire. C'est une des sources du problème, en fait. C'est que ce qui arrive souvent en entreprise, c'est que la haute direction, et puis je veux pas faire d'agisme, hein, comprenez bien, là, c'est que les hautes directions, bien souvent, atteignent un certain âge. Les hauts gestionnaires, les hauts cadres ont un certain âge et des fois comprennent plus forcément les réalités, ce qui fait rire, ce qui fait pas rire, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut plus faire, ce qui est la tendance, peut-être, les visions. C'est pas facile non plus pour ces gestionnaires-là d'essayer d'être encore dans le vent, d'être encore à la tête d'une compagnie tech, je le rappelle, mais qu'en même temps, à tous les mois, ils doivent faire une rencontre avec un board et des gens qui placent l'argent dans cette compagnie-là. C'est vraiment des postes compliqués, mais maintenant, là, je pense que Craig, il faut qu'il aille se reposer, qu'il rentre dans le combi, qu'il prenne du patchouli, tout va bien aller. On lui souhaite en tout cas. Bon, ça conclut un petit peu la WWDC. On pourrait parler de plein d'autres choses. Moi, j'étais très enthousiaste sur les albums qui vont être vraiment partagés avec les Android, les Windows. J'imagine en fait tous les OS parce que je vois pas pourquoi ce serait que Windows et Android. Je pense que toutes les interfaces web auront accès aux albums partagés depuis Apple. Franchement, c'est juste un truc, mais c'est dingue de se rendre compte que c'est toujours pas possible. En plus, avec des images en haute résolution. Mais aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je me dis, mais Google Photos, c'est juste mieux, quoi, pour partager ces photos. Bon, ben voilà, ça va avancer. Alors attention, ça, c'est mon vœu pieux. Est-ce que, enfin, on va pouvoir créer un album et ensuite le partager? Je ne sais pas si vous avez remarqué ce truc, mais chez Apple, ils ont un concept un peu curieux, c'est qu'il faut que tu saches avant de créer ton album si c'est un album partagé ou s'il n'est pas partagé. S'il n'est pas partagé, tu le partageras jamais.
S'il est partagé, tu le partageras toujours, mais tu pourras pas passer de l'un à l'autre. C'est un truc de fou. Ça sent l'expérience. On dirait que tu as fait un album dernièrement, Guillaume. Mais j'ai fait tellement d'albums, Matt, tellement d'albums. Et quand tu dois l'ouvrir, parce que après, mais c'est ça. Mais oui, tu dois ouvrir l'album, tu dois sélectionner les images et après tu te dis à chaque fois, mais ça va me dupliquer mes données. Ah non, le truc doit être à peu près bien pensé. Ah non, en fait. Enfin bref, est-ce que ça va être corrigé? On pourrait parler de... Parce que c'est un des commandements d'Apple, Guillaume. Tu paieras un abonnement à iCloud Plus pour stocker tes données. Et tu me paieras la rallonge quand tu auras dépassé le Tera, effectivement. Autre élément sur lequel on pourrait s'attarder, mais on va pas le faire, c'est toute la Sherlockification, hein, vous savez, en référence à cette application Sherlock, où il y a des applications tierces qui apportent des fonctionnalités, notamment chez Apple, mais c'est le cas aussi dans d'autres écosystèmes, et où finalement Apple les réintègre nativement. Ce sera le cas, par exemple, Matt, ça me faisait penser à Hidden Bar, dont on avait parlé dans une vidéo ensemble. Peut-être, attends, je vais faire mon vrai YouTuber, on la mettra en lien, là, la vidéo, voilà, j'essaye de le faire correctement. En haut ici, là, ouais. Voilà, Hidden Bar, qui est une application qui vous permet justement de pas afficher toutes les icônes dans la barre en haut de macOS. Bon, ça va être intégré nativement dans macOS. Il y en a une autre qui est très connue qui s'appelle Bartender aussi, qui fait la même Exactement, et je crois qu'on l'avait cité aussi en plus dans la vidéo. Et on pourrait parler aussi de ce râle d'agonie. Là, je veux bien juste un mot de votre part là-dessus. Ce que je considère être un râle d'agonie, c'est-à-dire qu'entre les différentes fonctionnalités qui étaient listées, bon, on n'a pas parlé spécifiquement de tvOS, des HomePod. Par contre, ils ont parlé de Vision OS avec des fenêtres qui vont pouvoir être courbées, je crois, si je dis pas de bêtises, un centre de contrôle qui est revu, le fait qu'on pourra faire des panoramas sur la base de nos photos, et puis Siri, cette petite bouboule qui va apparaître dans votre intérieur, vous la regarderez, vous l'interpellerez, et parce que vous la regardez et que vous lui parlerez, elle répondra. En fait, moi, ça m'a donné le sentiment de Tim Cook qui dit « Non, mais je suis pas encore parti, donc vous allez parler du Vision Pro. » Puis là, entre eux, ils se sont dit « Bon, les gars, ouais, c'est vrai, on va pas l'embêter. Papy, on va lui faire plaisir avant qu'il s'en aille. On va parler une dernière fois de Vision Pro. Et puis après, on fera crever le truc, on fera des lunettes pour concurrencer Meta. » Vous avez ce sentiment aussi ou pas? Ou je suis trop critique? J'ai pas Fabrice du tout pensé à Tim Cook. Moi, j'ai plutôt pensé à la revanche de Mike Rockwell, qui est celui qui était en charge de lancer le Vision Pro, Vision OS, et qui avait voulu, à l'époque, créer son propre Siri, parce qu'il trouvait que Siri, comme tout le monde, c'était naze. Et donc, il avait voulu refaire un Siri intelligent, et on lui avait dit, non, toi, tu fais Vision OS, et puis on va faire avec le Siri qu'on a. Et résultat, il se retrouve à être celui qui fait la présentation principale de Siri AI. Et du coup, dans Vision OS, il y a son Siri, celui qu'il voulait il y a 2 ans. Le seum. Voilà. Donc c'est la revanche de Mike Rockwell. Ça se tient. Non, j'ai pas de commentaire par rapport à cette plateforme. Là. C'est trop élitiste en ce moment au niveau du prix. Et puis, ça coupe trop des gens. Alors, j'ai même pas envisagé d'aller l'essayer au Apple Store, imaginez. Je l'ai toujours pas essayé, moi non plus. Pourtant, je devrais, ça doit être sympa comme expérience. On a quelques petites dernières infos, pas Apple du tout. Ah, j'aurais dû le dire en intro, comme ça, les anti-Apple, ils seraient quand même restés jusqu'au bout de l'épisode. Bonne journée, bye bye. Non, quelques petites infos. Déjà, sur de la conso, une petite question éclair. Je vais vous demander chacun à tour de rôle combien vous consacrez chaque mois dans votre foyer pour des services de streaming. Est-ce que vous avez une idée déjà, ou à peu près, hein, c'est pas à l'euro près. Est-ce que tu sais, Fabrice, combien tu dépenses par mois pour tes services de streaming? Alors, le calcul est légèrement complexifié par le fait que j'ai Apple TV, qui n'est pas plus maintenant, mais Apple TV tout court, mais qui est dans mon abonnement Apple One. Ouais. Moi donc, aussi. Voilà, mais donc on peut le compter comme, je sais plus, ça doit être 12 euros ça se tient. maintenant. Plus Netflix à 14 euros, je ne prends pas le truc premium, machin chose, parce que je refuse. Et j'ai Prime Video, qui est dans l'abonnement Prime, et auquel je rajoute les 2 euros supplémentaires pour pas avoir la pub. Donc on arrive à les 15 plus 2, 17, plus 12, 29, allez 30 euros. Ok, bon, c'est bien contenu. Matt, est-ce que tu as une idée de combien tu dépenses? Ah oui, trop. Mais trop en euros ou en dollars? C'est trop en dollars canadiens. Et puis, à ça se rajoute des services pour... là, il y a la Coupe du Monde. On veut avoir la Coupe du Monde. À ça se rajoute... Merci, Fabrice. Et à ça, on se rajoute toutes sortes de trucs. Non, c'est fou. Et puis, ce qui est compliqué après ça, c'est de dire, on en coupe une. Et puis, il y a tout le temps quelqu'un dans ta famille qui dit, mais j'ai commencé la saison 4
Alors là, tu peux dire, bah ouais, OK, on va leur faire un mois, mais là, tu tapes la saison 4, et puis après ça, c'est fini. Et puis après ça, 2 mois après, ben, il y a la saison 5 qui est sortie, alors faut se réabonner. Alors c'est beaucoup, effectivement, c'est trop. Et puis, je me souviens d'un temps où on disait, ouais, mais le câble, c'est fini, la TNT, c'est terminé, tout le monde va aller en streaming, ça coûte beaucoup moins cher. Et ils nous ont eu, exactement comme tout le monde nous a à chaque fois, c'est un prix d'appel, et par la suite, on va augmenter, et puis après ça, on va segmenter le marché, et après ça, tel, et voilà, et c'est trop. Et c'est trop. Et puis, pour les plateformes de sport, ça commence à être fou au Canada. Je ne sais pas comment ça se situe en Europe, mais alors, tu as une plateforme qui est bonne pour le hockey, tu as une plateforme qui est bonne pour le baseball, tu as une plateforme qui est bonne pour le football, tu as une plateforme qui est bonne pour le football, mais le football collégien. Ah, OK, là, c'est un autre niveau. Alors, c'est une folie furieuse, les abonnements. Et je parle pas des applications et des services. Alors si je vous demande ça, c'est parce qu'on est à un point de changement et en fait même pour la première fois en 4 ans, les Français, j'ai pas de données ailleurs, mais les Français, d'après une étude, réduisent leur budget streaming. C'est vraiment inédit. On était monté à 49 € en 2025, c'était 37 € en 2022. Donc c'est encore une fois une moyenne. Et donc on redescend à 41 € cette année en 2026. Ça fait 8 € de moins d'un coup en moyenne. Et le nombre d'abonnements par personne baisse aussi. Donc il y a des résiliations. Bravo. On passe de 3,2 à 3 tout rond. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps auprès de 2500 répondants français. Et je pense que ça révèle le fait qu'on commence à taper un petit peu dans le plafond de ce qu'on se met comme limite. En moyenne, les gens disent ne pas vouloir dépasser 28 € par mois, donc il y a encore des sacrifices à faire. Ils en dépensent évidemment bien plus. Et donc ils font le tri. Et en vrai, comme tu le dis, Matt, moi je trouve que c'est plutôt sain. Vous avez raison de le faire. C'est le service que vous payez tous les mois que vous ouvrez pas, le catalogue où vous scrollez 20 minutes avant d'éteindre. Évidemment, on vous invite à couper, à garder ce qui vous sert, ce qui vous apporte quelque chose et ce qui vous manquerait si ça disparaissait. Et vous me voyez venir. Vous me voyez venir. Parlons de Patreon. Exactement. Quand on est obligé de choisir, qu'est-ce qui survit au tri, c'est les gros, c'est les Netflix qui sont dans 64% des foyers français et qui augmentent en plus leurs tarifs chaque année. Et voilà, chez eux, évidemment, votre abonnement, c'est quoi? C'est un grain de sable, c'est une goutte d'eau. Vous êtes un numéro parmi des centaines de millions. Et pour les abonnements, comme tu l'as compris, Matt, Patreon qui permettent de financer Tech Café, c'est l'exact inverse. Je pense qu'il n'y aura pas 64% de foyers qui seront abonnés sur Patreon pour Tech Café. Donc voilà, c'est une petite proposition qui est presque trop simple. Si vous venez de couper un service de streaming, là, que vous regardiez plus, vous profitez forcément en ce moment de Tech Café, sinon vous ne m'entendriez pas. Et donc, je vous invite à envisager de prendre ne serait-ce qu'une petite part de ce que ça vous fait économiser, de la mettre là où il y a des humains qui le remarqueront. Le Patreon, et des humains qui payent leurs impôts en territoire français. Absolument. Et qui en payent beaucoup d'impôts. Alors, c'est presque gratuit parce qu'ils payent tellement d'impôts, Guillaume, que ça vous revient en service pour vous, les Français. Alors, vous devez prendre un abonnement à Patreon. Qu'est-ce que c'est que cette vision nord-américaine que tu nous as... J'ai même pas le sentiment de payer beaucoup d'impôts. Franchement, je le fais parce qu'en plus, j'ai fait ma déclaration de revenus, ma situation a changé. Je paye des impôts. J'ai pas l'impression d'en payer beaucoup par rapport aux services auxquels j'ai droit. Donc, franchement, je me réjouis. Si en tout cas, vous avez le même sentiment que moi par rapport aux impôts, c'est-à-dire que Tech Café vous offre un vrai service, que vous avez un vrai plaisir à écouter Tech Café semaine après semaine, envisagez de le financer. Et puis, je suis ravi si vous financez déjà Tech Café. Et donc voilà. Ah oui, il y a d'autres aspects aussi, je ne vais pas m'attarder, mais sur les profils jeunes qui consomment, ils disent que consommer du contenu gratuit en format court, en vidéo, format vertical, ça mange sur les services auxquels ils sont abonnés. Donc ils constatent eux-mêmes qu'il y a ce souci-là. Donc là, vous savez, Tech Café, les podcasts, les chaînes YouTube sur lesquelles on met à disposition ces super vidéos pour vous, c'est du contenu à valeur ajoutée. Donc évidemment, on vous invite à les soutenir. Dernier mot, patreon.com/techcafé, il y a aussi un accès gratuit qui vous permet de recevoir la newsletter chaque semaine. On termine donc, avec quelques petites mentions, toujours dans cet encadrement législatif du nouveau, et là je vous ferai vraiment, vous me coupez la parole si vous voulez réagir, et sinon on va aller assez vite, mais en Union Européenne, il y a une évolution. Vous savez, grâce à l'Union Européenne, franchement, je pense qu'on peut le dire, il y a de l'USB-C partout. Apple a dû abandonner leur Lightning, donc ils ont beau dos avec leur histoire de Siri AI et compagnie.
on voit qu'il y a quand même des avantages pour les utilisateurs au final. D'ici fin 2028, c'est maintenant tout chargeur USB-C vendu dans l'Union européenne qui devrait avoir un câble détachable. Je savais même pas qu'on vendait des chargeurs avec des câbles USB-C soudés, des câbles soudés. Donc voilà, ça va. Mais tu sors d'où? C'est quoi la nouvelle? Il y en a plein partout. La nouvelle mode de ces câbles qui se déroulent et s'enroulent et qui sont si pratiques. Ah, d'accord. Et quand le bout USB-C est abîmé, tu dois racheter le chargeur. Non, parce qu'il a aussi le fil directement, en fait, la prise USB-C. Voilà. D'accord, et donc la partie déroulable, elle est plus utilisable. Tu la coupes comme ça pèse un peu moins lourd, mais tu peux brancher. Ou tu la coupes pas, parce que ça risque de faire des étincelles. Mais ça, vous l'aurez appris. Non, mais tu débranches d'abord. Ouais, tu débranches d'abord. Bon, non, mais c'est marrant parce que ça prend un peu le contre-pied de nos discussions sur les encadrements législatifs. Toujours un petit peu dans la continuité et dans le contre-pied, il y a Google qui baisse le prix de l'abonnement AI+ à 5 balles par mois au lieu de 8 balles par mois avant. On sent que Google, ils ont envie de se faire une place au soleil de l'intelligence artificielle et qu'ils nous font des cadeaux entre guillemets. Est-ce que le prix des forfaits, alors ça me faisait plaisir de relayer cette news en la présence de Matt, forcément, est-ce que le prix des forfaits en France va devenir trop cher ? Ah, je l'ai fait exprès. On a SFR Bande de privilégiés. On a SFR qui va, tous les abonnés chez SFR et Red by SFR, et d'ailleurs les opérateurs virtuels rattachés à SFR, qui vont être redispatchés auprès des 3 autres opérateurs qui rachètent ces lignes, donc Orange, Bouygues et Free. Et donc des questions sont posées sur l'augmentation des forfaits mobiles. Est-ce que par exemple on va devoir payer plus que 16 € les 150 gigas de 5G avec appel illimité par mois? Je m'inquiète. Tu m'énerves. Chacun ses combats, vous avez Apple News Plus et Siri AI qui arrivera, en anglais seulement. Moi, je me venge avec ça. Mais du coup, Matt, est-ce que tu n'aurais pas intérêt, peut-être que tu le fais déjà, à prendre un forfait français avec des appels illimités, notamment les free illimités comme le free illimité à 30 € pour utiliser chez toi avec un numéro français? J'entends bien, du coup ça c'est embêtant peut-être, mais oui, surtout quand quelqu'un essaie de te rejoindre et qui doit payer un interurbain pour simplement te dire on passera demain, monsieur, pour aller chercher quelque chose chez vous. J'avoue. Non, ouais. c'est un peu compliqué et puis c'est le même principe. Tu sais, je vais prendre des forfaits canadiens, je vais dépenser de l'argent dans une entreprise canadienne et puis c'est correct. C'est ça le game. Il y a des avantages, il y a des inconvénients dans chacun des pays. En bout de ligne, c'est quoi qui est le plus important? C'est d'être capable le coût de la vie. C'est quand on résume les forfaits, quand on résume, est-ce que avec mon salaire, je peux me payer un restaurant? Est-ce que je peux me payer? C'est ça les vrais enjeux en bout de ligne. Et puis, tu vois, dans certains pays, ils sont plus capables de rien faire. Salut les cousins, les 50 autres États au sud du Canada, parce que eux autres sont complètement ensevelis, ils gagnent absolument rien et le coût de la vie est délirant. Il augmente aussi, soit dit en passant, au Canada, mais on a un tissu social, on a des choses comme ça. Fait que, bref, pour répondre simplement à votre question, ça serait beaucoup plus compliqué d'avoir un forfait européen pour quelqu'un du Canada, mais c'est sûr que si vous venez voyager quelque temps ici au Canada, vous pouvez utiliser votre forfait de là-bas et très bien vivre avec ça un bout de temps, il n'y a pas de souci. Et on termine avec une news qui, je trouve, réjouit et sur laquelle il faudrait peut-être qu'on s'attarde un petit peu plus souvent. C'est une étude qui a été publiée dans Nature Health et qui parle du déploiement des véhicules électriques et des véhicules hybrides en Chine. Et ils ont mesuré un petit peu à quel point la baisse de la pollution pouvait avoir un impact sur la santé. Et le chiffre me paraît incroyable. Alors vraiment, je veux creuser. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode le lien vers cette étude. Et c'est en Chine, là où il y a un déploiement des véhicules électriques et des véhicules hybrides, mais surtout électriques, qui est très fort. Et puis, bon, il faudrait voir comment est calculé ce chiffre. Bon, il faudrait l'observer plus souvent, peut-être continuer à le challenger. 32 000 décès qui auraient été évités grâce à ces motorisations. C'est-à-dire que la pollution amenée par les véhicules thermiques, qui a été remplacée par une absence de pollution. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les véhicules électriques ne polluent pas du tout dans le cadre de leur fabrication, etc. Mais j'imagine que tout ça a été mesuré dans le cadre de l'étude. 32 000 décès évités
grâce à ce changement de technologie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas plus là-dessus? Vraiment, je veux challenger les infos, j'ai pas eu le temps de les décortiquer, parce que voilà, il faudrait mettre tout ça en perspective de beaucoup d'analyses. Ça me semble bon, parce que quand il y a eu le Dieselgate avec Volkswagen pendant plusieurs années, il y a des études qui avaient rapporté plusieurs dizaines de milliers de décès prématurés à cause de ça. Alors, oui, faut avoir du recul sur tout ce que tu dis, mais ça me paraît pas si déconnecté de ce que ça pourrait être la réalité, là. Alors, on sauve des vies en polluant moins. C'est drôle, quand même, quand on y pense. On pollue moins, on est moins embêté, on meurt moins. Oh, on devrait le garder en tête, ça, effectivement. Ça pourrait être une priorité intéressante. Le nombre dont tu dis 262 000, donc c'est en Chine. Alors oui, c'est ce qui a été mesuré a priori en Chine. Ouais. Et donc en Chine, ils sont, je sais plus, presque 1,5 milliard maintenant. Donc le rapport aussi, je pense qu'on a peut-être du mal. Pardon, mon cher Matt, je ne sais plus combien il y a d'habitants chez toi, mais chez nous en France, on est 70 millions. Si on sauvait 262 000 vies chez nous, là, effectivement, ce serait genre miraculeux. En Chine, ça doit être la même proportion que partout ailleurs, mais ça fait des chiffres. Alors, oui, il faut prendre ça comme étant une orientation, effectivement, et de manière globale, on pourrait se réjouir si tous les véhicules sur Terre étaient électriques. Alors, je sais qu'il va y avoir peut-être des réactions et des commentaires qui vont me parler, encore une fois, du fait que l'électricité, elle n'est pas propre partout, bon, voilà, oui, ok. Mais voilà, je voulais prendre cet élément et souligner une info dans l'info, c'est qu'évidemment, ça se mesure particulièrement dans les villes riches, les villes favorisées qui peuvent plus facilement s'équiper en véhicules électriques. Donc, voilà, ça fait un fossé. Ça fait un fossé. Ah, tout va bien, donc ça sauve des riches. Oui, finalement, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Et on termine parce que je dois rendre hommage à la structure des épisodes qui est habituellement construite par Guillaume Poggiaspala pour faire une mention jeux vidéo, juste pour dire que Nintendo capitule et accepte une amende de 35 millions d'euros, c'est quoi pour eux, auprès de la DGCCRF, donc la direction qui gère la fraude en France, au sujet du Joy-Con Drift. Donc oui, vous savez, le fait de nous avoir vendu des manettes qui inévitablement nous amenaient à avoir des déplacements de personnages indésirables ou au contraire des mouvements qui ne fonctionnaient plus, qui amenaient certes une partie de mes soirées à être réjouie par le fait que j'allais dévisser les Joy-Con pour corriger un petit peu les soucis. Ça, c'est vrai que ça faisait plaisir, mais ils sont punis là-dessus. Est-ce que vous avez eu une Switch? Est-ce que vous avez eu des Joy-Con Drift chez vous, Fabrice? T'as eu ça, toi? Mais non, moi je joue au Scrabble. Finalement, pas de problème. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de batterie à recharger. J'imagine qu'il y a des Scrabble numériques. Oui, je joue sur mon iPhone. Ah bon, ça effectivement, va. Le joystick me paraît super fait à toi. Moi, ça arrive seulement quand je perds. C'est à cause de... C'est tout le problème du Joy-Con Drift, c'est quand on joue avec le fiston à Mario Kart et qu'on perd. C'est à cause de ça. C'est la faute du Joy-Con Drift. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé cet instant, d'avoir été présents dans cet épisode en ma compagnie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger d'une part sur Apple, mais aussi d'avoir vos regards. Avant de vous laisser à la fin de cet épisode, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous sur patreon.com/techcafé pour vous abonner au moins à la newsletter. C'est gratuit, voire même de financer Tech Café. Abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne YouTube Vulgarisateur Apple et compagnie et au podcast Apple différemment. Franchement, si vous écoutez cet épisode et que vous ne suivez pas encore cette chaîne ou ce podcast, je sais pas ce que vous faites. Je pense que c'est un incontournable pour vous. Et puis c'est déjà pas mal, mais on peut aussi rappeler aux personnes qui nous écoutent ou qui regardent cette vidéo où ils peuvent vous retrouver. Fabrice, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur plein d'endroits, enfin quelques-uns. J'ai mon petit blog à moi, fabriceneumann.fr, où je mets de temps en temps des petites choses. Et puis donc je relais notamment les articles que j'écris pour le site Comment ça marche. Je viens d'en faire un sur justement Siri AI et toutes ces joyeusetés. Et puis, tu m'en as donné l'autorisation, Guillaume. J'ai une nouvelle aventure qui va commencer bientôt. Je vais lancer moi aussi un nouveau podcast après avoir partager ce podcast avec vous et puis participer à d'autres podcasts ailleurs. Ça va s'appeler Fenêtre sur Tech. Je vais faire ça avec Jean-Christophe Vigne et François Letruédic. Si vous allez sur fenêtresurtech.fr, vous allez voir qu'il n'y a rien encore dessus, mais ça va pas tarder. Et on commence ça à la fin juin et on est très content de pouvoir faire ça. Et voilà, là où on pourra me retrouver.
Franchement, si vous parlez pas de domotique et de fenêtres et de stores connectés, je pense que vous manquez un sujet, Fabrice, c'est important. Et Windows, et Windows. Et de Windows. Et ben oui, justement, l'idée c'est de parler de toutes les techs et pas seulement Évidemment. d'un seul constructeur. C'est de bonne guerre. Bon, tu me diras, on parle pas assez de vrais cafés, un peu de temps en temps, dans tes cafés. Mais on a une vraie promesse en tout cas, c'est que on ne sera jamais exhaustif. Ah, très Ah, bien, ouais, ça c'est c'est bien. Et Ça c'est bien de régulier. s'engager. Merveilleux, merci beaucoup Fabrice. Matt, franchement, on peut cliquer en bas pour aller sur ta chaîne si on n'y est pas déjà. On peut aller écouter le podcast, mais où on te retrouve toi en tant qu'individu en viande? Ah, oui, Je devais la placer celle-là. Oui, quand même. Oui, profduweb.com, tout simplement, profduweb.com. Je relais tout ce que je fais sur ce site et vous allez pouvoir vous abonner ou regarder des trucs là-dessus et réagir. Merci infiniment pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous souhaite une très belle continuation. Prenez soin de vous. On vous dit rendez-vous très bientôt dans un prochain article, un prochain épisode de podcast, une prochaine vidéo. Ciao à toutes et à tous. Merci à tous. Ciao, ciao!